Merci de votre fidélité à la télévision Ganga. Bienvenue dans cet autre numéro de Café Débat, l'espace consacré à l'analyse et au décryptage de l'actualité au quotidien. Vous le savez, Café Débat, c'est aussi cette émission qui donne la parole à ceux qui veulent bien la prendre en vue d'impacter l'opinion. Pour ce nouveau numéro, nous venons à la rencontre de Dr Ousmane Kaba. Il est le président du parti PADES, Parti des démocrates pour l'espoir. Avec lui, on va parler de la vie de ce parti depuis qu'il a repris. Quel est le niveau d'implantation de ce parti sur le terrain? D'autres sujets, évidemment, d'actualité seront débattus dans cette émission de bout en bout. Alors, Dr Ousmane, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici. Avec plaisir. Alors, première question, on s'intéresse à votre parti, le parti PADES. Quand vous avez quitté, évidemment, la mouvance présidentielle, vous avez pris en main ce parti. Déjà, quel est le niveau d'implantation du parti PADES aujourd'hui sur le terrain? Quelle est votre présence physique sur le terrain à date? Écoutez, moi je suis très satisfait parce que vous vous souvenez sans doute que c'est la deuxième fois que je dirige un parti, puisque en 2010, nous avions le Parti Plus, tout à fait, qui malheureusement a été fondu avec d'autres partis pour faire le RPG Arc-en-Ciel. Et ce qui devait arriver arriva, puisqu'on m'a expulsé du RPG Arc-en-Ciel il y a un an, en 2016, pour divergence d'opinion, voilà, avec le président de ce parti. Un an plus tard, j'ai été sollicité par beaucoup d'autres partis, dont le RDI, Rassemblement des démocrates indépendants, que nous avons repris et que nous avons baptisé PADES. En ce moment, vous comprendrez les dénivelés que nous avons actuellement. Justement, mais en ce qui concerne le parti PADES, je vous disais que je suis très satisfait parce que c'est un parti qui suscite beaucoup d'espoir, comme son nom l'indique d'ailleurs. Et nous essayons de nous implanter sur toute l'étendue du territoire national et à l'extérieur d'ailleurs, parce que nous avons commencé par une grande tournée en Europe et aux États-Unis qui a fait beaucoup de bruit. Nous avons beaucoup d'adhérents. Et dans les 4 régions naturelles de la Guinée, nous avons aussi des adhérents. Nous sommes très bien implantés en Haute-Guinée, mais aussi en Basse-Guinée, au Fouta et en forêt. D'ailleurs, s'il y a 2 régions dans lesquelles nous sommes vraiment actifs, c'est la Haute-Guinée et le Fouta, sans compter qu'on a créé au jour d'aujourd'hui, puisque nous sommes présents dans pratiquement toutes les préfectures de la Guinée. Et je suis très satisfait. Donc, en un laps de temps, on peut dire que vous avez réussi cette prouesse politique, parce qu'un parti, c'est un temps fou de s'implanter sur l'étendue du territoire, d'avoir une certaine transversalité. Je veux savoir quelle est la démarche qui a prévalu à tout ça, le dynamisme qui a prévalu à l'installation du parti en un laps de temps sur l'étendue du territoire et aussi en dehors de notre pays. Est-ce que ça veut dire que le parti PADES, en quelque sorte, a repris vos membres qui étaient venus avec vous fondre dans le RPG? Parce que vous les avez débauchés sur le RPG et faire renaître les anciennes antennes du Parti Plus qui existait en 2010. C'est vrai pour parti, mais ce n'est pas seulement au RPG. Nous prenons des militants dans tous les autres partis, dans tous les autres partis de Guinée. Je pense que à la réflexion, c'est certainement dû au programme de société de ce parti. Parce que les Guinéens ont bien compris notre message essentiel. Ça veut dire que c'est un parti qui fait la promotion de la paix, de l'unité nationale, mais c'est un parti surtout qui met l'accent sur le développement économique de la Guinée, sur la promotion de la Guinée, parce que nous avons estimé que ce dont les Guinéens ont vraiment besoin, c'est la prospérité. Peut-être dû au fait que moi, je ne suis pas un politicien professionnel, donc j'ai une manière de parler qui n'est pas la même chose que lorsque des gens ont trop duré dans la politique. Moi, je crois à l'unité de la Guinée, parce que je suis éducateur, simplement. Je suis dans un monde culturellement très guinéen, au sens noble du terme. Et ce qui nous intéresse, c'est réellement sortir la Guinée de la pauvreté. C'est pour cela que nous avons dit dès le départ que notre ennemi, c'est la pauvreté en Guinée. Ce n'est ni le RPG Arc-en-Ciel, ni l'IFTG, ni tout autre parti en Guinée. Et moi, je considère que les hommes politiques sont des frères et des sœurs et que nous devons nous unir. Cela n'interdit pas la diversité des opinions. Nous mettons surtout l'accent sur le développement économique de la Guinée. Et les jeunes ont bien compris, parce qu'aujourd'hui, dans ce pays,
les jeunes ne travaillent plus. Il n'y a pas d'emploi pour les millions de jeunes. Et ils se rendent très bien compte que l'espoir de cette génération que nous avons appelée la génération PADES, c'est réellement le parti PADES. Donc ça veut dire que vous avez trouvé le discours qu'il faut pour peut-être convaincre les uns et les autres à vous suivre dans le parti PADES? Oui, vous savez, les Guinéens ne sont pas bêtes comme les gens le pensent. Ce n'est pas seulement une question de discours, c'est aussi une question de crédibilité. Nous sommes l'un des rares Guinéens de notre génération qui avons investi dans notre pays. Nous sommes enseignants, nous avons des écoles et des universités où les gens ont évolué pendant des années. Donc ils voient très bien qu'en ce qui nous concerne, ce que l'on dit est conforme à ce que l'on fait. Voilà, c'est ça la crédibilité. Il faut que les gens croient. Je vous donne un exemple terre à terre. Moi, j'ai l'université Kofi Annan, c'est l'école Kofi Annan. Tous mes 6 enfants ont étudié à l'université et à l'école Kofi Annan. Donc, quand je fais appel aux enfants des autres, ils savent très bien que je suis sincère parce que je commence par les miens. Voilà. Et donc, le parti PADES aujourd'hui, présent un peu partout sur le territoire, dans un temps record, je le disais tout à l'heure, en moins d'un an, et ça, c'est en vue de ces élections locales. Autrement, est-ce qu'on peut dire politiquement aujourd'hui que vous êtes en train de gêner un peu votre parti d'origine? Je vais parler du RPG Arc-en-Ciel quand je parle de la région de Kankan. On vous a vu à Kankan à un moment donné où vous êtes offert un bel foule, vous avez tenu des discours de rupture, vous avez un peu mis à nu les insuffisances de cette gouvernance d'Alpha Condé, dont vous connaissez évidemment les dessous et les secrets. Est-ce que ça veut dire que vous gênez un peu le RPG aujourd'hui et que c'est ce qui fait que vous engagez assez d'adhésion du côté de la Guinée? Non, je crois que nous suscitons plutôt de l'espoir. Et c'est tout à fait normal. Moi, je n'ai pas quitté le RPG Arc-en-Ciel, je le rappelle tout le temps, j'ai été expulsé du RPG Arc-en-Ciel, que nous avions pourtant formé ensemble. J'ai été expulsé sans aucun management, non pas pour des actes délictueux, mais simplement pour divergence d'opinion. C'est une des raisons pour lesquelles j'insiste et je fais appel à toutes ces générations PADES, c'est-à-dire les jeunes Guinéens entre 15 et 35 ans, pour qu'ils adhèrent au PADES et qu'ils aient des responsabilités. C'est un parti tolérant, c'est un parti qui est ouvert, c'est un parti où on peut parler de la Guinée en toute impunité, si je peux m'exprimer ainsi, parce que j'ai toujours l'idée qu'un parti politique est fait pour ça. C'est d'abord un lieu de... Absolument, c'est un lieu de dialogue, c'est un lieu de débat. Qui dit débat dit nécessairement divergence, et c'est ceux qui ont raison qui vont prévaloir. Donc c'est un parti de liberté. La démocratie que nous prônons pour notre pays, commençons pour avoir la même démocratie à l'intérieur de nos partis politiques. Je crois que ça fera avancer la Guinée. Alors, donc, au moment où le parti PADES est en train de gagner du terrain, comme vous êtes en train de le dire, de s'installer, à un moment on a même entendu parler du concept de PADES folie. Alors, c'est en ce moment où vous avez des soucis avec le ministère de l'administration du territoire. D'ailleurs, c'est le sujet majeur de la semaine passée, dans les éditions d'information, le parti PADES menacé par le ministère de l'administration du territoire. Absolument, absolument. Je pense qu'on connaît la genèse de cette affaire. Nous avons créé le RPG Arc-en-Ciel ensemble avec notre parti plus. Nous avons été expulsés, sans nous rendre d'ailleurs notre parti, comme on le dirait. Mais la question n'est pas là, parce qu'on ne crée pas un parti pour des problèmes personnels. Nous avons créé ce parti avec des amis, et je ne suis pas seul, parce que nous avons pensé que la Guinée a réellement besoin de développement économique et que la plupart des partis qui sont sur le terrain ne sont intéressés que par des questions politiciennes. Voilà, donc il faut ramener le débat en ce qui concerne la réalité de ce pays. Bon, ceci dit, comme je l'ai dit, nous avions un parti RDI, Rassemblement des démocrates indépendants, créé depuis 2012, à l'époque du ministre Alassane Condé, donc nous avons bien un agrément. Ce que nous avons demandé au ministère de l'administration du territoire, c'est simplement changer de nom pour transformer en PADES. Donc, ce qui est d'ailleurs logique. Pour la compréhension des téléspectateurs, quand on vous a expulsé du RPG Arc-en-Ciel, comme vous l'avez dit, et les membres du parti RDI sont venus vers vous pour vous absolument, porter à la tête de ce parti. Nous avons eu des propositions d'au moins 5 partis. Nous avons choisi
comme c'est souvent l'habitude ici en Guinée, hein, je rappelle que tous les autres partis sont comme ça, y compris le RPG lui-même. Personne n'a rencontré le professeur Alpha Condé en train d'aller signer au ministère de l'administration du territoire à l'époque. Non, non, c'est toujours comme ça, des gens, des hommes de bonne volonté se réunissent, on crée un parti. Et comme il est très souvent difficile de créer un nouveau parti, eh bien, chacun prend un parti qui existe. C'est le cas de l'UFDG, c'est le cas de l'UFR, etc. Donc tous les partis, c'est un peu la même démarche en Guinée ici, parce qu'on a l'habitude de fermer les robinets au nouveau parti à l'approche des échéances électorales. C'est ainsi qu'on vous a confié voilà, le parti RDI. RDI, nous avons un agrément que personne ne peut annuler, donc le problème d'agrément ne se pose pas. Ce qui se pose, nous avons demandé de changer en PADES, parce que c'est plus facile à retenir comme nom. Et de toute façon, c'est tout à fait légal. Et vous donnez le nom que vous voulez à votre enfant. Personne ne peut vous dire. Le RPG, c'est devenu RPG Arc-en-Ciel. Et bien avant le RPG, il paraît que c'était un autre nom avant. De toute façon, le RPG a changé de nom pour devenir RPG Arc-en-Ciel. On le fait tous les jours, donc il y a absolument, c'est tout à fait légal. Maintenant, je vais vous expliquer en 2 mots. Lorsque nous avons écrit à l'administration, le ministre nous a répondu en disant ceci: normalement, vous deviez nous informer dans un délai de 2 mois. Vous avez dépassé ce délai. Moi, je ne peux pas être d'accord pour les changements. Et il s'est référé à l'article 16 et 17 de la Charte des partis politiques. Ce qui est d'ailleurs malheureux, parce que ces articles-là, vous pouvez les vérifier, parlent du délai, mais à titre indicatif. Cet article précise que le ministère peut refuser lorsque les changements sont contraires aux lois et règlements en Guinée. Le changement de nom n'est pas contraire aux lois et règlements en Guinée, à ce que je sache. Bon, de toute façon, nous l'avons accepté et nous avons refait le congrès et nous avons adressé de nouveau la lettre, mais cette fois-ci dans un délai de 2 semaines. À partir de ce moment, le problème technique était réglé. Et c'était d'ailleurs l'avis de tous les techniciens de ce ministère. Ce qui s'est passé, c'est que le ministre nous a encore réécrit, cette fois-ci pour donner d'autres arguments. Premier argument, il dit, d'ailleurs nous ne connaissons pas PADES ici dans nos archives, ce qui est absurde, parce que s'ils connaissaient PADES, on n'allait pas les envoyer une lettre pour nous le reconnaître. Et deuxièmement, il dit, d'ailleurs le RDI, c'est un parti que nous rejetons maintenant, nous ne le reconnaissons pas. Oubliant qu'il n'a pas le droit d'annuler un parti politique qui a été agréé depuis 2012 et qu'il ne peut même pas l'annuler à partir d'une simple lettre. Encore une fois, il y a une question de principe, 2, il y a la hiérarchie des textes. Premièrement, question de principe. En droit administratif, lorsque l'administration écrit à un citoyen pour dire « nous rejetons votre demande pour la cause A », lorsque vous donnez une réponse à A, l'administration n'a plus le droit de vous écrire non, il y a des raisons B, C et D. C'est ce que nous appelons en droit administratif le contentieux administratif, abus de pouvoir. Donc, simplement, lorsque nous allons aller à une juridiction, que ce soit la Cour suprême, que ce soit la Cour constitutionnelle ou l'Institution nationale des droits humains, déjà, l'administration est disqualifiée. Le ministère est disqualifié. Ça, c'est le problème de principe. L'autre problème, c'est la hiérarchie des textes. Dans un pays, le texte le plus important, c'est la plus grande loi, c'est ce qu'on appelle la Constitution. Absolument. Et la Constitution, en son article 10, dit, alinéa 3, que tous les Guinéens sont libres de former des associations, donc des partis, à but politique, économique ou social. Donc c'est la liberté de tous les Guinéens et c'est consacré par l'article 10 de la Constitution. Personne ne peut aller à l'encontre de cela. Et après une Constitution, le texte qui vient, c'est ce qu'on appelle les lois organiques, les lois votées par l'Assemblée nationale avec une majorité qualifiée. Ensuite, nous avons les lois ordinaires. Ensuite seulement, nous avons le décret. Et ensuite, l'arrêté, et une simple lettre n'a aucune valeur juridique. D'abord, une lettre ne peut même pas annuler quelque chose qui est agréé par arrêté. Donc c'est complètement illégal et c'est sans aucune importance, sans aucune suite. Donc c'est une lettre du ministre de l'administration du territoire. Bien sûr, qui remet en cause, qui dit non, vous n'êtes pas connu, etc., parce qu'il veut dénier les droits. Et c'est là que je vous rejoins, puisque juridiquement, ça n'a aucun fondement. D'abord, il n'a même pas cette possibilité. La loi l'interdit. Il ne peut pas annuler un parti politique
né avant lui, parce qu'il y a la continuité de l'administration, et parce que la Constitution ne limite pas la durée des partis politiques. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bien. Mais là où vous avez raison, c'est de dire on gêne sur le terrain, effectivement. Donc justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que Oui. l'explication que vous trouvez à tout ça, si légalement et juridiquement ce n'est pas fondé, est-ce que c'est une explication tout simplement politique sur le terrain? Ça veut dire que vous êtes gênant aujourd'hui à l'approche des élections locales. Bien sûr. C'est la raison, selon vous? Bien sûr que c'est la raison, c'est parce que nous existons. Et nous existons très bien sur le terrain, même les terrains réputés difficiles qui sont la propriété d'un certain parti politique. Notamment le RPG. Voilà, nous avons fait beaucoup de succès pour une raison très simple, c'est que nous répondons aux préoccupations des populations qui sont fatiguées des promesses sans lendemain. Alors c'est tout à fait simple, mais ce qui est en Haute-Guinée est aussi la même chose au Fouta. C'est la même chose en Guinée forestière et en Basse-Corse. Les Guinéens ont au fond les mêmes préoccupations en réalité. Nous gênons, mais il faut se rappeler que l'administration est neutre. Elle est censée être neutre en tout cas. Est censée être neutre. Et c'est la raison pour laquelle j'ai expliqué en disant aux gens, regardez ce qui se passe, c'est comme si vous avez un match de football entre le Real de Madrid et Barça, que tous les Guinéens suivent. Et que lorsque Messi pour Barça dribble les défenseurs, et que c'est l'arbitre lui-même qui commence à le tacler. Et vous voyez quel scandale ça fait. C'est exactement la même chose. Voilà, aujourd'hui le ministère, au lieu d'être neutre, le ministère se mêle des terrains politiques pour favoriser certains partis au détriment d'autres partis, parce que juridiquement ça n'a absolument aucun sens. Et de toute façon, le ministère n'a pas la possibilité d'annuler un parti qui existe. Nous avons des recours. Si ça retarde, puisque nous sommes pacifiques, nous avons beaucoup de militants qui veulent en découdre d'ailleurs, mais c'est pas ce que nous souhaitons. Cherchons à pacifier ce pays qui a déjà pas mal de problèmes. Justement, en parlant d'une démarche pacifique, comment vous comptez résoudre la situation? Est-ce que vous allez porter plainte contre cette lettre du ministre de l'administration du territoire? Comment est-ce que vous allez peut-être faire pour entrer dans votre droit? Parce qu'on arrive aux élections locales. Absolument, vous avez raison. Nous avons des recours dans ce pays. D'abord, je vais réécrire encore à l'administration, parce qu'en réalité, je ne pense même pas que le ministre ait lu la lettre, en vérité. Parce que je le connais quand même. On ne peut pas signer une lettre qui est aussi remplie de tant d'absurdités. Donc même au niveau du ministère, en fait les cadres sont unanimes que ça n'a pas de sens. Le ministre, lui, je pense, n'a pas eu le temps réellement de lire la lettre. Donc il y a encore sans doute de quelques cadres que je connais d'ailleurs, je ne vais pas en parler, mais il y a des gens remplis de haine qui font du zèle, etc., et qui ont envie de plaire en haut lieu. Mais bon, de toute façon, nous avons des recours au cas où le ministère, nous ne trouverons pas un terrain d'entente avec le ministère. Nous avons le recours, puisque nous avons la Cour constitutionnelle en Guinée, nous avons la Cour suprême en Guinée, nous avons l'Institution nationale des droits humains. Donc il faut chercher des voies pacifiques pour résoudre ce genre de problème, parce que vous savez très bien que ce sont les frustrations qui amènent la violence dans un pays. Et en tant que personne responsable, nous devons tous chercher à pacifier ce pays. Vous voyez tout ce qui se passe déjà à l'intérieur de la Guinée. Absolument. Avec les remous, des foyers de tension. Des foyers de tension. Nous ne cherchons pas vraiment à allumer cette tension-là, mais nous pensons que nous allons bientôt trouver une solution. Donc cette démarche, je dis, ce souci avec le ministère de l'administration du territoire, après tant d'efforts politique que vous avez déployé sur le terrain. Donc pour le spectateur ou le téléspectateur, je précise, nous avons bien un agrément valable. Voilà. La question, c'est simplement changer le nom de notre parti. Et c'est tout à fait légal. Bien. Et donc ça veut dire que cela n'inquiète nullement l'administration du parti aujourd'hui. Ça ne crée pas de panique, parce qu'on donnait l'impression que ça vous a coupé le sommeil, qu'on vous empêcherait de participer aux élections locales. Non, pas du tout. Est-ce que ça vous inquiète? Non, pas du tout. Pas du tout. Je pense que nous avons des structures dans ce pays, nous avons une justice dans ce pays. Je pense qu'il faut suivre la voie légale. Bien. Voilà. Mais ça ne m'inquiète pas du tout. Bien. Alors donc on va tout à l'heure parler
des élections qui arrivent et comment le parti se prépare parallèlement aux soucis que vous avez là avec l'administration du territoire, en espérant que ça va se résoudre en votre faveur. Et de l'autre côté, comment vous préparez les élections locales. D'ailleurs, quel est votre sentiment sur la démarche actuelle de la CENI, cette CENI aujourd'hui pilotée par Maître Salifou Kébé, qui pour beaucoup fait du bon boulot. Vous l'avez vu dans une tournée où il est allé à la rencontre des partis politiques pour en échanger avec eux. Je ne sais pas s'il vous a rencontré pour l'instant, mais vous nous en direz plus tout à l'heure après. Juste la pause thé, on se retrouve dans cette émission et dans la deuxième partie de Café Débat. Il existe des choses qui nous donnent la force et l'audace d'aller au-delà de notre imagination. Le thé Akbar. Le thé Akbar est fabriqué en utilisant uniquement les feuilles soigneusement sélectionnées en provenance de Ceylon. La qualité du thé Akbar a été évaluée selon les normes les plus strictes par des experts en dégustation qui se sont appuyés sur près d'un siècle d'expertise dans ce domaine. Premier producteur de thé, vous pouvez faire confiance à la famille Akbar pour vous garantir votre santé. Seule la meilleure tasse de thé peut vous procurer de la fraîcheur. Thé Akbar, le leader mondial. De nouveau dans la production des œufs en Guinée. Après 2 ans d'expérimentation, Diaty Condé et son équipe vous présentent des œufs blancs, naturels avec moins de cholestérol et très doux. Les œufs blancs sont produits sur place à Kindia et vendus avec les alvéoles à des prix très abordables, 22 000 francs guinéens et 24 000 francs guinéens pour un alvéole de 30 œufs. Procurez-vous des œufs blancs de chez Diaty Condé aux 4 coins de la Guinée. Contact Kankan Korossa 669 0059 85 ou le 621 18 90 62. Conakry le 664 04 55 92. Kindia 625 22 84 38. Boki Kamsar 622 60 31 61. Mafereya Forecaria 664 33 25 11. Consommez les œufs blancs, vous ne serez pas déçus. Merci donc de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat en mode hors studio, hors plateau. Nous sommes donc venus à la rencontre de Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES. Vous l'aurez compris, dans la première partie de cette émission, nous avons parlé de ces soucis qu'il a, enfin que son parti a actuellement avec le ministère de l'administration du territoire. Mais comme vous l'avez compris, ça ne cause pas de soucis, ça n'arrête pas la vie du parti car il compte justement résoudre ce problème de façon légale sur le terrain avec les institutions républicaines. Alors là-dessus, on va revenir pour parler de votre démarche, de vos préparatifs vers les élections locales. Est-ce que le parti PADES aujourd'hui est prêt à présenter des candidats aux élections locales qui s'annoncent pour le 4 février 2018? D'abord, votre question est une très bonne question. Le PADES, comme n'importe quel parti politique, a pour vocation de conquérir le pouvoir. Et pour conquérir le pouvoir, tous les partis participent à toutes les élections qui se présentent. C'est comme ça qu'on comprend la politique. Donc le PADES n'est pas différent des autres partis. La seule différence, c'est que nous sommes un nouveau parti. Absolument. Nous sommes en train de nous implanter. Donc si vous me dites aujourd'hui quelles seront les zones où vous serez candidat, je ne serai pas capable de vous répondre pour une simple raison, c'est que nous allons bientôt demander nos responsables et nos militants. Chaque fois qu'un militant ou un responsable se sent fort dans une zone et qu'il veut être responsable dans le cadre des élections locales, c'est notre devoir de l'accompagner. Et donc on est en train de le... Vous devez avoir cette cartographie politique mais bien avant sûr, les élections. Mais bien sûr, simplement que je ne vais pas vous dire exactement ce que nous faisons. Donc ça devient un secret.
Non, tout à fait. Chaque parti a sa propre stratégie. Mais nous aurons des responsables. Beaucoup ont déjà manifesté leur intérêt à participer à ces élections. Ça veut dire que ce sont des personnes fortes qui sont aimées dans leur zone d'implantation et c'est tout à fait normal. Donc nous nous préparons comme les autres partis, avec l'espoir que les problèmes seront réglés d'ici là pour éviter justement toute violence sur le terrain. Parce que vous savez comment les Guinéens sont prêts aujourd'hui. Pour un oui, pour un non, les gens descendent dans la rue, ils font des casses, etc. Franchement, ce n'est pas ce que nous souhaitons. Mais la deuxième partie, vous parlez évidemment de la CENI. La CENI, la démarche de la CENI actuellement. Et de M. Kébé. Moi, je trouve que c'est une bonne démarche. Vous savez, on organise les élections avec la participation des partis politiques. Il est tout à fait normal que l'on s'entretienne avec différents partis politiques ou groupes de partis politiques pour prendre un peu la température des premiers responsables de ces élections qui sont les acteurs politiques, etc. Et aussi, ils sont en train de faire des efforts d'informatisation pour la gestion, notamment. Oui, pour la gestion des dossiers, des candidatures. C'est une très bonne chose. Moi, je les encourage et je pense que M. Kébé est tout à fait capable de tenir les échéances. Parce que nous avons des échéances très importantes. En 2018, on devra avoir des élections législatives. C'est maintenant qu'il faut en parler, prévoir dans le budget de l'État les ressources qu'il faut pour que les élections législatives puissent être tenues à temps. Parce que l'un des gros problèmes que nous avons en termes dans la démocratie guinéenne, c'est le fait que nous avons des élections qui ne se passent pas à temps. Il faut savoir que la démocratie a un certain nombre de piliers qui sont des piliers fondamentaux. Le premier pilier, qui est même la définition de la démocratie, c'est la liberté de choix des dirigeants. Et cette liberté de choix des dirigeants passe par des élections à des dates constitutionnelles, des dates régulières, et non pas des dates glissantes. Ça, c'est très important. Le deuxième pilier, c'est la justice. Il faut qu'il y ait un système judiciaire capable de régler les conflits qui naissent dans la société. Le troisième pilier, c'est la multiplicité des opinions, ce qui comprend une presse libre et indépendante. D'où l'importance d'avoir la presse libre en Guinée, et c'est pour cela que j'ai condamné les dernières agressions à l'égard de la presse, parce que c'est la liberté qui risque d'être confisquée au détriment de l'ensemble des Guinéens si nous nous prenons garde. Tout à fait, vous avez parlé de cela dans la dernière partie de cette émission. Donc la démarche de la CENI aujourd'hui vous inspire une certaine confiance, et donc on va quitter le terrain politique, parler un peu d'économie, et notamment la Guinée récemment a été classée dans le top 5 des pays réformateurs, nous a-t-on dit, dans en tout cas le secteur des mines. Alors vous êtes un connaisseur du milieu, et voilà, qu'est-ce que cela vous inspire, ce classement de la Guinée, parce que justement il y a eu une certaine publicité autour, mais de l'autre côté vous avez des observateurs qui ont dit que ça n'a aucun rapport avec le niveau de vie des Guinéens, qu'on dise qu'on est classé parmi les pays réformateurs, alors qu'il n'y a pas d'incidence sur le panier de la ménagère. Quelle est votre analyse? Parce que l'incidence est faible. Je pense que nous avons un problème en Guinée, c'est réellement le problème de gouvernance économique. À l'heure actuelle, la Guinée est confrontée à un manque cruel d'infrastructures dans toutes les zones du pays. Et c'est ce qui est la raison principale des différents soulèvements que nous avons vus dans différentes régions. Parce qu'il y a très peu de routes, manque d'électricité, manque d'eau, etc. Alors que nous sommes vers la fin d'un second mandat. Je crois que c'est ça qui met un peu le feu aux poudres. Alors, la situation économique de la Guinée n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Nous manquons d'infrastructures. Les jeunes ne travaillent pas parce qu'il n'y a pas de forte croissance sur une longue période. Il n'y a que l'année dernière qu'on a eu une croissance forte, mais après plusieurs années de stagnation économique. Et voilà. Alors, le secteur minier, parlons-en, parce que la Guinée est un grand pays exportateur de bauxite, ce que nous avons dénoncé. Parce que si nous voulons réellement le développement économique, il faut éviter d'exporter trop de bauxite, mais se battre pour avoir des usines d'aluminium et éventuellement d'aluminium. L'aluminium, ça demande beaucoup d'électricité que nous n'avons pas, mais commençons au moins par des usines d'aluminium. Le gouvernement semble
aller très en avant dans l'exportation de la terre rouge, qui a beaucoup de conséquences, des conséquences écologiques, on va revenir là-dessus. On fait des projets sans études de faisabilité, c'est-à-dire sans réduire l'impact négatif parce qu'il n'y a pas d'études environnementales. Et s'il y a des études, on ne respecte pas leurs conclusions, ce qui revient à la même chose. C'est ce qui se passe lorsqu'on met des centaines de camions avec la poussière qui traverse une ville comme Bopé. Sans compter la désertification qui guette la Guinée et le désastre écologique auquel nous participons. On a même dit que la Guinée a les palmes d'or de l'investissement étranger. Absolument. Et, ce qui a valu donc j'ai dit simplement qu'il faut faire attention. Les investissements dans le secteur minier ne sont même pas liés à la politique interne du pays. Les firmes étrangères, les grandes multinationales, les pays viendront toujours prendre ici les matières premières dont ces pays ont besoin, dont ces sociétés ont besoin, quelle que soit la politique interne. Donc ça n'a rien à voir avec la performance économique du pays. Ça dépend de la politique des multinationales, ça dépend de l'évolution du marché international. Voilà. Et deuxièmement, le secteur minier ne crée pas beaucoup d'emplois. C'est des chauffeurs que ça crée, quelques machinistes. Pas assez d'emplois. Pas assez d'emplois, en fait, pour la jeunesse guinéenne, il faut le savoir. Et troisièmement, lorsqu'il y a de l'argent dans le secteur minier, c'est très différent d'avoir de l'argent dans le secteur agricole, par exemple. Je donne souvent l'exemple, si vous avez 10 millions de dollars du secteur agricole, qui viennent des exportations des produits agricoles, c'est des milliers et des milliers d'agriculteurs qui sont les bénéficiaires. Direct. Lorsque vous avez les mêmes 10 millions qui sont la rémunération, l'exportation de la bauxite ou bien de n'importe quel produit minier, ça rentre directement dans le compte du gouvernement. Et Dieu sait, l'argent qui rentre souvent dans le compte du gouvernement, où ça s'en va, et une partie est détournée, il y a une partie qui va dans le budget, et bon, avec toute la gestion qui n'est pas optimale de nos budgets. Donc ça n'a pas directement d'impact sur le niveau de vie des milliers de personnes, comme ce serait le cas de l'agriculture, comme ce serait le cas des secteurs de la pêche, etc. Est-ce que vous comprenez donc l'analyse de certains qui disent que quand on parle de création de richesse ou de croissance, je ne sais pas, dans le secteur minier, ça ne peut pas forcément impacter sur la vie des Guinéens, parce que c'est pour les investisseurs qui en tirent leurs bénéfices directs, et puis le peu qui tombe directement dans les caisses de l'État. C'est pour cela qu'il ne faut pas trop danser quand on parle de création de richesse. Mais il faut savoir qu'il y a des pays qui ont refusé d'exporter de la bauxite. C'est le cas de la Malaisie, c'est le cas de l'Indonésie. C'est parce que ces pays ont refusé maintenant d'exporter de la bauxite que la Guinée s'est engouffrée dans cette brèche. Donc ce n'est pas une bonne politique minière que d'exporter de la bauxite brute sans transformation ici. Parce que quand il y a transformation, il y a des usines, il y a des milliers d'emplois qui sont créés, on dit qu'on capte une bonne partie de la valeur ajoutée. Donc ce n'est pas ça qui va permettre le développement économique de la Guinée. Voilà donc l'analyse autour de cet autre sujet économique. On va peut-être chuter par votre réaction sur, comme vous l'avez dit tout à l'heure, des soulèvements qu'il y a eu récemment dans le pays, votre lecture d'homme politique de ces situations. Est-ce que l'État a été absent dans ces endroits? Vous avez eu le cas de Kerouané, il y en a eu vers la Beila et au Guinée. Quelle lecture vous faites aussi de ces situations de soulèvement? Bon, la plupart de ces soulèvements, par exemple celui de Beila ou de Kerouané, c'est le manque d'infrastructures, c'est le fait que ces populations n'ont plus de route, alors qu'elles ont accompagné le régime actuel dans toutes les élections, elles se sentent complètement flouées et oubliées. Mais aussi, il y a ce que j'appellerais l'inefficacité de l'administration. Par exemple, si vous prenez le pont entre Banankoro et Beila, c'est un pont qui est financé par les bailleurs de fonds depuis longtemps. C'est parce que nous, d'ailleurs, à l'Assemblée nationale, nous avons déjà approuvé ce dossier. C'est parce que l'administration n'a pas été capable de faire les appels d'offres à temps. Tout ça, vous voyez un peu, c'est manque de transparence. Et des appels d'offres complètement transparents qui soient acceptables par les bailleurs de fonds.
Voilà, donc c'est la lourdeur de l'administration, c'est pour ça que les économistes parlent en termes codés en disant capacité d'absorption d'un pays. Tout cela fait partie des difficultés que l'on a à investir en Guinée lorsqu'on a une administration qui n'est pas tournée vers le développement, mais qui est plutôt tournée vers les pots de vin. Il faut le dire clairement. Donc voilà ce qui se passe. Donc les populations sont frustrées, elles ont l'impression d'avoir été utilisées pour des objectifs purement politiques et électoralistes, et que les biens publics auxquels ces populations ont droit n'ont pas pu être réalisés. Voilà, donc la raison est toute simple. À côté de cela, vous avez des milliers de jeunes qui ne travaillent pas. Alors, permettez-moi de dire deux mots du problème de chômage. Le chômage en Guinée, allez-y. Alors, lorsqu'on parle du chômage en Guinée, généralement, que ce soit des ministres ou des responsables, tout le monde parle de la formation des jeunes. C'est vrai, mais ce n'est qu'une partie du problème. Là, il s'agit de la demande. Il faut qualifier la demande d'emploi, mais et l'offre d'emploi. C'est-à-dire que même si les gens étaient bien formés, s'il n'y a pas d'entreprise capable de leur proposer des emplois, eh bien ces jeunes n'en trouveront pas. Or, ce qui est en partie quand même le cas en Guinée, quoi qu'on puisse dire sur le niveau de formation des jeunes en Guinée. Bien sûr, c'est parce qu'il n'y a pas d'entreprise en face. Et il faut savoir que dans un pays, les investissements étrangers comptent, c'est vrai, pour la création d'entreprises, mais ce qui compte le plus, c'est des milliers de petites et moyennes entreprises qui sont formées localement par des Guinéens. Or, ces entreprises, ces PME, sont dans un climat très défavorable. La plupart des petites et moyennes entreprises qui ont eu des contrats avec l'État ne sont jamais payées à temps. Il y a d'énormes arriérés qui s'amoncellent et ces entreprises finissent par disparaître et licenciant les quelques personnes qui forment ces entreprises-là. Donc, l'État aujourd'hui a une politique contre le secteur privé. Et ça me fait beaucoup rire en tant qu'économiste quand je vois à la télé tout le temps des partenariats publics-privés avec les privés des autres pays. D'ailleurs, alors qu'au même moment, on étrangle les entreprises privées qui existent en Guinée. Ce qui est le cas des universités privées, mais pas seulement des universités, on en parle parce que ça touche tout le monde. Mais vous avez des dizaines et des dizaines d'entreprises qui ont eu des contrats avec l'État à l'occasion des fêtes tournantes qui ne sont jamais payées à temps. Jusqu'à aujourd'hui, ces entreprises, l'État a accumulé beaucoup d'arriérés vis-à-vis de ces entreprises. Entre-temps, ces entrepreneurs ont déjà licencié les quelques ingénieurs qu'elles avaient. Ils ont licencié les centaines d'ouvriers qui devaient faire ces travaux-là. Et entre-temps, le promoteur a passé plusieurs nuits dans les gendarmeries parce qu'il n'arrive pas à payer les fournisseurs, etc. Donc, ça, c'est la meilleure manière pour un État de tuer les entreprises chez soi. Et c'est exactement ce qui se passe. Et lorsqu'il y a des gros travaux, la plupart de ces gros travaux sont confiés aux entreprises étrangères, ce qui n'a pas d'impact. Donc on ne fait pas la promotion des entreprises guinéennes. À partir de ce moment, alors que ce sont ces entreprises qui offrent des emplois, ce n'est pas l'État. Les seuls emplois de l'État, c'est les emplois de fonctionnaires. Il n'y en a plus. Dans l'administration. Bien sûr, il n'y en a plus. Donc le vrai débouché, c'est le secteur privé. Et il n'y a pas de politique articulée vis-à-vis du secteur privé. Les jeunes qui veulent créer des emplois, qu'est-ce que l'État fait pour ces jeunes? Il n'y a rien. Dans beaucoup de pays, on aurait mis des programmes de 1000 jeunes agriculteurs, 500 jeunes pêcheurs, etc. Et l'État les aurait financés, ferait de l'encadrement, ferait ce qu'on appelle les garanties auprès du système bancaire pour encourager le système bancaire à le faire. C'est-à-dire que l'État dit, vous les banques, accordez des crédits à nos jeunes entrepreneurs. Si vous accordez 100 francs en cas de faillite, moi, État, je vous rembourse 80 francs. On appelle ça le système de garantie. L'État peut mettre des systèmes de garantie et ça encourage le banquier à prendre le risque. Donc, et de financer voilà, les initiatives des jeunes. Actuellement, on ne fait rien pour ces jeunes gens. Ils ne sont pas encadrés d'un point de vue déjà des études de faisabilité et ils ne sont pas encadrés d'un point de vue, ils ne sont pas aidés d'un point de vue de financement. Voilà. Donc, et les entreprises qui existent déjà sont étranglées aussi. Donc, ça veut dire que le problème de chômage en Guinée n'a absolument aucune solution. Voilà. Quel que soit par ailleurs le problème de formation, je suis d'accord qu'il faut faire une formation en adéquation avec les emplois, mais faut-il qu'il y ait ces emplois qui sont offerts par les entreprises. Absolument, et c'est là que je voudrais qu'on ouvre cette brèche, parce que vous avez parlé d'éducation, vous êtes formateur,
investisseurs dans le domaine de l'éducation. Alors donc, il y a eu récemment cette grève des enseignants assistants qui ont parlé d'exclusion par le ministre Yoro en termes de réamélioration des primes des enseignants, les grades de docteur, de professeur, ainsi de suite, qui ont été les bénéficiaires de cette réamélioration, sauf les enseignants assistants, même si ça n'affecte pas les universités privées. Mais est-ce que ça vous a inspiré une certaine lecture en termes de décision de l'administration dans ce sens-là? Parce qu'ils se sont sentis exclus. D'abord, ce dossier particulier, je ne le connais pas, malheureusement, et je n'aime pas discuter des choses que je ne connais pas. La seule chose que je peux dire, c'est qu'il faut dialoguer avec les enseignants qui font un métier difficile, mal rémunéré, à diplôme équivalent. Il faut dire que les enseignants gagnent toujours moins que les employés des autres secteurs. Donc moi je préconiserais simplement le dialogue, les discussions pour trouver une solution au problème de niveau de vie de ces enseignants. Et pour terminer, vous avez parlé de médias. La semaine passée a été une semaine noire. Et je voudrais justement enclencher avec le problème des étudiants, puisque tous les bacheliers ont été orientés dans les universités publiques, créant beaucoup de difficultés dans ces universités publiques dans lesquelles il n'y a pas eu suffisamment d'investissement. Ils ont dit qu'il y a des capacités d'accueil. Non, je pense que vous êtes des journalistes, allez-y faire des investigations sur place, comme ça vous aurez votre propre jugement. Et d'ailleurs, il y a une chose aussi scandaleuse qui se passe, c'est qu'à l'intérieur de ces universités publiques, il y a des écoles privées. C'est-à-dire que les recteurs et les directeurs des universités publiques font des formations payantes. Ah oui. Et ce qui est complètement illégal. C'est-à-dire que le secteur, vous ne pouvez pas utiliser les bâtiments de l'État, utiliser les enseignants de l'État et donner des formations payantes. C'est une concurrence. Des formations payantes pour des étudiants guinéens ou étrangers? Des étudiants guinéens. D'abord, ça pose un problème, c'est-à-dire que tous les bacheliers qui ont été orientés, certains suivent l'enseignement public ordinaire, des autres suivent un enseignement public amélioré parce qu'ils ont payé à l'intérieur de ces universités publiques. D'abord, c'est complètement illégal. Vous ne pouvez pas utiliser les bâtiments de l'État, les enseignants de l'État et faire de la formation comme le secteur privé, de la formation payante. C'est un véritable scandale. C'est quelque chose qu'on ne peut voir qu'en Guinée. D'abord, à l'intérieur des universités publiques, il va y avoir des problèmes parce que vous avez les deux types d'étudiants, deux catégories d'étudiants, ceux qui payent et ceux qui ne payent pas. Ensuite, ces universités ont un effectif pléthorique. Les gens n'ont même pas de la place pour s'asseoir, d'autres s'arrêtent aux fenêtres, ils ne peuvent même pas rentrer. Pendant ce temps, dans les autres pays comme en Côte d'Ivoire, l'État oriente les 3/4 des étudiants dans les institutions privées et seulement le quart dans les universités publiques, malgré les investissements massifs qu'eux, ils ont réalisés dans leurs universités publiques. Est-ce qu'on va détruire l'éducation des milliers de personnes parce qu'on veut faire la peau à certains promoteurs privés au lieu de les encourager? Je rappelle qu'en 1996, en 2006, je m'excuse, lorsque le président Conté, dans sa sagesse, a voulu donner des étudiants aux institutions privées, c'est parce qu'il n'y avait pas de place dans les universités privées. Et le problème est encore le même aujourd'hui. Donc sans trouver cette solution, sans investir massivement dans les universités publiques, on préfère envoyer les enfants des autres. Parce que l'élite guinéenne, tous ces ministres, ces directeurs, leurs enfants, ils étudient toujours à l'extérieur. Ils sont au Maroc, au Sénégal, en France, en Europe, dans les universités et institutions privées des autres pays. Et ils payent beaucoup d'argent, $10 000, $15 000, $20 000, $5 000. Et voilà ce qui se passe. Donc vous voulez dire que même les résultats de l'examen du baccalauréat a été donc maîtrisé dans ce sens pour pouvoir juste drainer les gens dans le public pour ne pas qu'on en envoie dans le privé. C'est un calcul. C'est ce que beaucoup de gens pensent parce que l'année dernière il y avait 36 000 bacheliers et cette année il y a 23 000 bacheliers. C'est-à-dire que le nombre de bacheliers baisse quand la population de la Guinée augmente. Faites le raisonnement vous-même. Trouvez la logique. Bien. Alors donc, ce serait dommage, en tout cas pour le secteur éducatif, espérons qu'il y aura là aussi une prise de conscience dans ce sens. Peut-être un mot sur la situation que la presse nationale privée a traversée la semaine dernière, vous le disiez tout à l'heure. Même hier, il y avait cette marche de colère des journalistes contre ce qu'ils ont appelé l'élan de
bâillonner et de faire taire des journalistes? De toute façon, moi je condamne toutes les violences et je n'ai pas manqué de condamner la violence qui s'est abattue sur les journalistes. Pour une raison très simple, la liberté n'est pas divisible. Lorsqu'on veut bâillonner un pays, on commence par la presse. Donc le problème qui est posé n'est pas le problème des journalistes, c'est le problème de la liberté, de la diversité des opinions, c'est le problème de la démocratie en Guinée. Et tous les démocrates doivent se sentir interpellés. Lorsque dans un pays, les gens qui travaillent dans la magistrature, dans la justice ont des problèmes, les journalistes ont des problèmes, les partis politiques ont des problèmes, ça veut dire que c'est les trois piliers de la démocratie qui ont des problèmes. Donc il faut avoir une vision large et savoir qu'aujourd'hui on est en train d'aller sous une forme de dictature rampante. Donc il faut que tous les hommes de bonne volonté se battent pour ne pas que la Guinée soit dans cet état-là. C'est très très grave. Donc nous appuyons les journalistes, nous allons nous battre avec la corporation des journalistes pour défendre la liberté d'opinion dans ce pays. Parce qu'elle n'est pas que pour les journalistes. Bien sûr, c'est pour le peuple de Guinée. Voilà. Alors donc, Dr Ousmane Kaba, une minute pour sans doute un mot à l'endroit évidemment des militants du PADES, de ces Guinéens qui nous écoutent, qui ont soif de développement, de changement, de rupture. Votre regard sur la manière dont la Guinée se porte aujourd'hui et les solutions que vous comptez évidemment y apporter, si toutefois vous trouvez au bon moment. D'abord, je voudrais dire aux sympathisants et aux militants du PADES que le PADES se porte très bien et que les difficultés que nous avons avec le ministère de l'administration du territoire vont être bientôt résolues et que de toute façon ce parti est légal puisque nous avons l'agrément du parti RDI et que nous sommes tout à fait libres de changer de nom et nous avons des recours. Ça c'est à l'endroit de tous ces militants du PADES qui pourraient être inquiétés pour cela. La deuxième chose, c'est que le PADES est un parti qui porte espoir. C'est le parti réellement de la jeunesse guinéenne. Parce que nous, notre credo, c'est de trouver l'emploi pour les jeunes de Guinée. Nous avons pour cela les ressources, nous avons la capacité d'offrir des emplois aux jeunes Guinéens. Si jamais le PADES arrive au pouvoir. Ce que je veux dire, c'est que la Guinée aujourd'hui a d'énormes difficultés économiques. Le PADES, non seulement c'est un parti d'union, d'unité et de paix, mais le PADES est surtout orienté pour que les Guinéens sortent de cette pauvreté endémique. Car depuis l'indépendance de notre pays, la génération des politiciens qui s'est battue pour arracher l'indépendance à la Guinée et ils ont accompli leur devoir. C'est la génération du président Ahmed Sékou Touré. Donc nous, notre génération, notre objectif devrait être d'améliorer le niveau de vie des Guinéens. Si nous n'arrivons pas à le faire et que nous nous enfonçons dans la politique politicienne, alors qu'on ne mange pas la politique, la politique, ce n'est pas quelque chose qu'on mange. Absolument. Il faut simplement que l'on développe la Guinée, que l'on ait des routes, que l'on ait des hôpitaux, que l'on ait un bon système scolaire et un bon système d'éducation dans ce pays et que l'on offre surtout du travail à nos milliers de jeunes gens. Diplômés ou sans diplôme, ces milliers de jeunes gens ont le droit de travailler dans leur pays. Pourquoi les jeunes vont s'exiler? Et il se trouve que le contingent des Guinéens, des jeunes Guinéens qui se noient dans la Méditerranée, c'est le contingent le plus élevé. C'est parce que la Guinéenne est désespérée. Il y a le désespoir. Voilà, donc donnons de l'espoir à notre jeunesse, mais par notre exemple. Voilà, donc il faut que les projets de société soient des projets sincères et que les hommes politiques soient crédibles. Voilà. Que les projets de société, des politiques soient des projets sincères et évidemment qu'ils donnent évidemment le bon exemple aux jeunes. Voilà, c'est comme ça que se referme porte et fenêtres de cette émission Café Débat qui était venu, je rappelle, à la rencontre de notre invité du jour, Dr Ousmane Kaba, président du parti PADES, parti des démocrates pour l'espoir. Docteur, merci. À très bientôt. Merci. À bientôt. Merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir.